remercie, à nous inviter, de nous avoir rejoints pour partager ce temps fort de la matinée qui est cette table ronde sur les nouveaux outils de communication, quelle stratégie pour les PME. Nous allons, tout au long de cette table ronde, avoir une discussion entre nous avec à la fois des apports, des conseils pour les PME. Nous allons avoir des débats également avec la table. Et pour faire le tour rapidement de nos invités, nous avons Valérie Gisberti, qui est à ma droite, dirigeante de FMO, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Nous avons Magali Dutilleux, qui est dirigeante de Let's Come to the World. Roland André, qui est, quant à lui, au syndicat national de la communication directe. Et enfin, Henri Kaufmann, président de HipHipHip, on ne peut pas louper ce nom, et vice-président du Cercle du marketing direct. Valérie Gisberti, donc. On est bonjour. Ensemble, bonjour, on a un micro tous les deux, on devrait réussir à s'en sortir. Directrice générale, donc je le disais, de FMO tout à l'heure, formation marketing opérationnel. Vous êtes également animatrice de la rubrique Avis d'experts au cahier savoir-faire du magazine Marketing Direct. Alors, tout simplement, et assez concrètement, je dirais, au-delà du petit témoignage, quels conseils, et puis parlez-nous rapidement de FMO, mais quels conseils très concrets pour une PME pourriez-vous donner pour communiquer de façon efficace et surtout, il faut bien le dire, avec peu de moyens? Bonjour. Alors, je vous parle rapidement de FMO parce que l'objectif de FMO, c'est de travailler avec tout type d'entreprise en formation, que ce soit des gros groupes ou que ce soit des TPE, PME, pour justement leur mettre parfois le pied à l'étrier sur la démarche marketing. Alors, les principaux conseils, j'allais dire, on va revenir aux basiques avant de passer sur d'autres sujets, c'est les principaux conseils que je souhaitais donner aujourd'hui par rapport à ça. Ce sont des conseils qui sont très opérationnels parce que on va parler à des gens qui sont des gens de produits ou des gens de services qui n'ont pas forcément la volonté ni le temps ni qui n'ont pas le réflexe forcément de penser à la communication, même s'ils savent que ça fait partie de leur métier. Donc je pense qu'il faut aller dans l'opérationnel pur. Alors se rappeler que la communication est un investissement, pas un coût. Personnellement, je pense que c'est le conseil essentiel. À partir du moment où on souhaite communiquer, je pense que il faut avoir ce réflexe de se dire je mets autant, combien est-ce que ça va me ramener, qu'est-ce que j'en attends. Donc du coup, se poser des objectifs, des choses comme ça. Pas uniquement communiquer pour communiquer. Et aujourd'hui, on a les moyens de le faire, enfin, on en parlera certainement. Ne pas avoir de complexe par rapport à son budget, à ses clients. Alors parce que moi, il m'arrive de faire des conférences ou de faire des formations à des gens qui après reviennent vers moi en me disant « mais attendez, pas chez nous ». Nous, on ne peut pas faire ça. Si, à partir du moment où on est une entreprise, il faut communiquer, il faut vendre son produit, son service, et c'est pas ni les clients ni le montant du budget qui peuvent être un frein au démarrage. En fait, c'est des freins qu'on se met peut-être naturellement, alors qu'on ne devrait pas forcément le faire. Donc, ne pas avoir de complexe par rapport à son budget et à son type de client, je crois que, enfin, moi, je voulais vous le mettre vraiment en conseil numéro 2. Connaître ses clients pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, on peut, je pense, de moins en moins se permettre entre guillemets, d'arroser la communication. Et c'est vrai que la connaissance client, je pense que tu reviendras dessus, et les bases de données, c'est quelque chose de fondamental et qui permettent derrière de faire de la personnalisation et d'aller très précisément dans le besoin du client. Et enfin, pratiquer les bases de la réflexion marketing. Alors là, hop, je vous mets un petit slide que je vous ai préparé. C'est quoi les bases de la réflexion marketing? C'est le multicanal en communication. Parce que le multicanal n'est pas un vain mot, c'est une démarche, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, qu'on soit une petite, une très petite ou une grande entreprise. Le fonctionnement multicanal, c'est un passage obligé. Avoir une stratégie pour réussir la mise en place opérationnelle, c'est quoi? C'est réfléchir avant et agir après. C'est pas se lever un matin, ah bon, j'ai du temps, je communique, non. C'est au moins se poser à un moment de l'année ou à plusieurs moments de l'année pour réfléchir à ce qu'on veut faire, à l'objectif, au suivi qu'on va apporter pour que derrière, ce soit cette communication, je reviens au point de départ, soit une démarche constructive et une démarche d'investissement plutôt que de coût. Et enfin, penser à ses clients et à ses prospects. Alors, je termine vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose que j'estime très important. On a souvent tendance à se regarder soi, à regarder l'intérieur de l'entreprise, à se regarder soi en particulier. Et ce qu'il faut regarder, c'est ses clients. Parce que nos clients,
tous nos clients, à nous tous ici, ils sont tous devenus multicanal. Il y a personne qui ne fait que du web. Il y a personne qui n'écoute rien dans sa voiture ou quand il regarde, qui ne regarde pas la télé, qui n'entend pas la radio, qui ne voit pas les affichages, qui n'a pas un téléphone portable, etc., etc. Donc pensons à nos clients. Arrêtons de nous dire que nos clients à nous, non, et nos prospects à nous, non, ils ne sont que Internet ou que non. Ça, je pense que c'est une réflexion qui est dépassée et sur laquelle il faut plus s'arrêter. Aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir à nos clients en les considérant tels qu'ils sont et moins comme on souhaiterait qu'ils soient ou comme ils étaient avant. Merci. Toutefois, ça peut effectivement faire réagir. Une première remarque serait évidemment sur le courrier. Quel rôle du courrier? On comprend bien la notion de multicanal. Et en même temps, multicanal, un patron de PME, ça veut aussi dire peut-être multicoût. C'est-à-dire qu'on risque de tomber dans un peu le saupoudrage, ou ce que vous dites, faites attention à ne pas se disperser, etc., etc. Donc la dispersion peut favoriser le multicanal, certes, mais en même temps peut disperser les coûts et en même temps le GRP, la puissance média. Alors, l'impact, c'est un impact d'efficacité, c'est pas forcément un impact de budget, même si effectivement ça peut générer un budget supplémentaire. Le multicanal, c'est surtout la combinaison des canaux et c'est surtout les couplages de canaux qui sont efficaces. Donc l'objectif c'est de tester pour trouver vraiment quel est le canal qui va avec celui-là. Aujourd'hui, faire du multicanal de communication, c'est avoir aussi une certaine dose de créativité. On parle de marketing alternatif, on parle du média courrier en couplage avec d'autres médias. Pourquoi? Parce que le média courrier, il a un ancrage très particulier qui est un ancrage de personnalisation et qui permet vraiment d'aller chercher le client sur l'action et sur la personnalisation par rapport à énormément de choses, à un comportement d'achat, à une situation personnelle, etc. etc. Donc le couplage en multicanal est quelque chose de très important qui peut générer effectivement des coûts supplémentaires, mais je reviens à ce qu'on disait, qui peut surtout générer une efficacité complémentaire, ce qui revient à dire que la communication est vraiment un investissement et pas un coût. D'accord, donc c'est une multiplication de performance, c'est ça que vous voulez dire à travers le courrier? C'est-à-dire que le courrier va accroître la performance? C'est la recherche de l'efficacité, donc de la performance supplémentaire à travers effectivement un média comme le média courrier couplé à d'autres canaux qui vont permettre d'avoir le client en face de soi de manière personnalisée d'un côté, moins de l'autre, et vraiment de répondre à ses attentes. Une réaction, Magali peut-être. Oui, alors je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, l'intérêt, c'est par exemple, moi je sais que je travaille pour des clients pour lesquels on a développé un portail web avec un site marchand, parce que ce n'était pas le cas aujourd'hui. On verra un des exemples d'ailleurs tout à l'heure que je vais présenter un cas concret. Donc c'est une nouveauté pour ce client, c'est une nouveauté pour ses clients à lui. Et on a souhaité effectivement déjà souligner cette création de site en travaillant justement par le multicanal, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un portail web, il faut que les gens le connaissent. Et puis on a soutenu avec force, avec un mailing papier, effectivement auprès de ses clients qui avaient peut-être une approche un peu plus traditionnelle. Il avait en portefeuille des viticulteurs pour lesquels il travaille sur des batteries. En fait, ils recyclent des batteries de matériel électroportatif. Donc, les gens qui font de la taille dans les vignes, moi je ne savais pas non plus, mais maintenant je suis assez calée, travaillent avec des batteries électriques, des attacheurs électriques. Et donc, on a soutenu cette campagne pour faire venir les gens sur ce web, donc pour le faire connaître avec un mailing papier, parce qu'effectivement, il y a un sens de tout ce qui est, ça rassure un petit peu, on a l'impression que ça existe. Et puis après, ça va être multiplier la présence sur le web. Il ne suffit pas d'avoir un blog, il faut aussi être présent sur différents réseaux sociaux, sur les forums, puisque ça vous aide aussi sur tout ce qui est Search Engine Optimization, donc à apparaître plus vite. Donc il faut être présent sur tous les fronts, notamment les réseaux sociaux. Quand on sait les utiliser, c'est pas coûteux, il n'y a pas de coût, vous parliez de coût tout à l'heure. Donc, par contre, c'est un investissement de temps, et souvent les gens au début me disent ah oui, mais j'ai pas le temps. Mais c'est-à-dire que votre stratégie marketing, vous la faites pas une fois dans l'année, vous fermez, vous attendez l'année prochaine voir ce qui s'est passé. C'est au quotidien qu'il faut s'y investir. Et donc, effectivement, il faut être présent un peu sur tous les fronts. Mais il y a beaucoup d'outils qui vous aident, on en parlera tout à l'heure, à avoir des alertes, à être assez ciblé. Vous n'êtes pas obligé, vous, d'aller passer votre temps à rechercher l'information. Elle peut venir à vous, vous pouvez l'agréger et puis aller voir très précisément ce qui vous intéresse et ce qui est pertinent par rapport à votre marque. D'accord. Juste un point dans ce que vous dites au tout début, c'est-à-dire que pour faire connaître un site internet, vous êtes passé par le papier, par le courrier.
On passe par le papier, on passe par plein de canaux différents. Voilà, il ne faut pas se limiter. Effectivement, c'est pas parce qu'on est sur Internet, c'est ce que vous disiez très justement. Les clients, ils ne sont pas juste sur Internet ou juste sur le papier. On les amène par ce qu'on appelle les points d'impression. Il faut être présent. Où sont vos clients? C'est la vraie question, hein, c'est ce que vous disiez. Et souvent, quand on est une entreprise, on a tendance à se dire, moi, naturellement, j'irai là, mais il faut se mettre à la place de ses clients, c'est très juste. Et souvent, c'est des discussions qu'on a en réunion, ça va être de dire, oui, vous, mais vos clients, ils sont comme ça, ils ne connaissent pas votre offre, ils ne sont pas déjà sensibilisés. Comment est-ce qu'on fait pour la rendre pédagogique? On va souvent passer par des vidéos parce que c'est très ludique, on le voit ce matin. C'est plus facile de s'approprier un sujet par une vidéo que de se plonger dans un long article. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui fait que les blogs sont en vogue parce que c'est très court, il y a un ton éditorial, donc il y a un avis, donc on peut se passionner, dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, ce qui va entraîner des commentaires, ce qui entraîne la viralité. Est-ce que ça peut aller jusqu'au niveau de dire, étant donné qu'il y a, vous avez raison, il y a des blogs, des réseaux sociaux, etc., mais en même temps, il y a un foisonnement de blogs et de réseaux et de sites internet, etc., etc., ce qui veut dire que le courrier papier, ou en tout cas l'arrivée d'un papier dans sa boîte aux lettres, peut finalement sortir du lot par rapport à la pléthore d'offres internet. Peut-être Henri Kaufmann. Sortir du lot, c'était effectivement l'ambition de tout communicant et de toute entreprise. Moi, je reviens sur un point qu'a dit Valérie, c'est que les gens les entrepreneurs ont des freins dans la tête. Enfin, ces freins sont dans la tête. Et donc, on a tous un travail de pédagogie à exercer pour que justement ce frein saute et l'accès à des techniques apparemment barbares ou complexes n'est pas si complexe que ça. Et peut-être un des conseils que je pourrais donner, c'est que si vous avez des enfants, eh bien, faites en sorte que vos enfants vous disent exactement, en vous tenant par la main, comment être sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux et les forums. C'est pas très difficile. Cela dit, vos clients y sont déjà. Donc, les entrepreneurs doivent y être au moins autant, sinon plus. Donc, encore une fois, il y a un problème de pédagogie extrêmement important et c'est notre rôle. Alors, effectivement, le temps est mesuré, mais là, le temps, c'est un investissement. En plus, c'est un investissement qui ne coûte rien. On ne peut pas dire que ce ne soit pas un coût, le temps également. Et dès lors qu'un entrepreneur a 1 euro, 10 euros, qu'est-ce que je fais? Je les mets en termes de temps passé pour faire un site internet moi-même. Est-ce que je charge une agence de le faire? Est-ce que je vais sur du papier, etc. La notion de 10 euros pour un entrepreneur n'est pas rien. Et effectivement, comme vous disiez très justement, il ne s'agit pas de faire un saupoudrage. Donc du coup, à quel endroit je vais? Et même on peut se demander plus loin, pourquoi est-ce que j'irais plutôt vers tel canal plutôt qu'un autre? Mais vous voyez, il y a quelques années, j'avais fait une présentation à des PME, TPE, etc. Et j'avais... pour illustrer ce phénomène, j'avais présenté sur un slide un super canard, un colvert, vraiment extraordinaire. Et je leur disais, vous voyez, vous êtes comme ce canard. Et le slide d'après, le canard était sans tête. Et je leur disais, et ça, effectivement, il y a eu des remous dans la salle, vous êtes mort et vous ne le savez pas encore. Donc, on n'est pas sur un problème de coût, d'investissement, on est sur un problème vital. Merci beaucoup. Est-ce qu'une petite réaction avant de laisser la présentation à Henri Kaufmann? Juste parce que Valérie parlait de multicanal, vous parliez de budget, et je pense qu'aujourd'hui, on peut, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut avoir accès à des solutions complexes avec plusieurs canaux à des coûts très raisonnables. Donc juste un exemple, il n'y a pas longtemps, qui a été vendu par Mediapost Publicité, c'est de la télé, de l'internet et du papier. Ben, les clients de la télé, donc TF1, ben, tous les clients qui ont souscrit à cette offre, il n'y en a aucun qui est connu nationalement. Ce sont que des PME. Donc c'est accessible à tout le monde. Il suffit, comme le dit Henri, de s'enlever des freins et de dire, ben voilà, et de mesurer les résultats derrière. Je voulais préciser aussi que j'avais fait cette présentation d'expérience. C'est-à-dire que nous, on est amené à former des TPE, des PME, des grands groupes. Et
Dans les TPE et les PME conformes, on dit la même chose. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'enlever les freins, effectivement, et d'expliquer que même si on est un commerçant, même si on est un franchisé, même si on est une petite boîte de l'industrie, ces principes-là, ils fonctionnent et ils sont la base de la réflexion au niveau du marketing. Par rapport à ce que vous disiez aussi, par quoi on commence, je pense que la première chose, c'est quand même d'avoir une certaine logique. Il faut réfléchir. Sans réfléchir compliqué au démarrage, il faut se poser parce que en fait le chef d'entreprise c'est celui qui connaît mieux ses clients. Donc c'est la personne qui peut au démarrage qui est la plus à même de réfléchir sur ces problématiques-là. Donc je pense que la pulsion de départ doit venir du chef d'entreprise et justement de sa volonté d'aller vers ses clients. Merci. Est-ce qu'il y a une question pour ce premier thème qui est le média courrier, le média innovant pour les PME? On passe au second. Une question, peut-être? Non, pour l'instant, tout le monde est encore... C'est la première question qui est la plus difficile. Ouais. Difficile. Monsieur Kaufmann, peut-être on va pouvoir voir le film de témoignage client. Alors, votre biographie, c'est indiqué un scientifique qui a mal tourné. Il est devenu publicitaire, je ne sais pas si c'est mal tourné, je ne sais pas quelle est l'erreur, dans quel sens, école centrale, docteur en mathématiques, et président, surtout, vous allez nous en parler, de Hip. Sortir du lot avec le nom, peut-être, également, le nom d'entreprise, j'imagine que vous y avez pensé. Quand on m'a demandé d'intervenir, on m'a dit c'est pour des PME, des TPE, mais on ne sait pas trop quel est le profil des gens dans la salle, mais bon, on va quand même viser PME, TPE. Alors, bon, j'ai dirigé une agence de marketing direct dans le groupe Havas pendant une vingtaine d'années, avant de créer Hip. Et j'ai eu des très gros clients, et d'ailleurs mon premier client, historiquement, tenez-vous bien, c'était Mediapost. C'est-à-dire que j'ai créé mon agence en même temps que Mediapost se créait, et donc c'est moi qui ai fait le premier logo, les premières plaquettes, etc. Mediapost, à l'époque, était avenue de Wagram, et donc a fait beaucoup de chemin depuis, et si Roland est là, c'est peut-être un peu grâce à ce logo. Et donc j'ai eu aussi des gros clients, genre Carrefour, BNP, Volvo, Conforama, etc. Bon, et aussi des petits clients. Alors, la problématique du petit client, c'est qu'il veut des techniques, une efficacité aussi forte que pour un gros client, mais effectivement, il n'a pas forcément les connaissances d'un gros client et surtout le budget. Donc il faut, en gros, lui donner tout pour rien. Alors donc, j'ai essayé en quelques slides, en 7 slides, de donner quelques tuyaux pour les PME, donc des choses qui sont efficaces et gratuites. C'est formidable. Alors, si on peut les voir, ça serait encore mieux. J'appuie peut-être sur un bouton. Voilà. Donc, TPE, PME, 7 suggestions efficaces et gratuites. Bon, inutile de vous dire que ce n'était pas facile de faire de l'efficace et du gratuit, mais bon, j'ai quand même essayé. Alors, la première chose, je ne sais pas si vous le pratiquez, d'ailleurs, je poserai la question tout à l'heure, c'est de faire parler vos mails. Alors, donc, quand vous envoyez des mails à vos clients, à vos collaborateurs, à vos fournisseurs, bon, en général, vous signez, il y a une signature automatique, mais peut-être que vous ne le savez pas, vous pouvez faire beaucoup plus. Alors, vous voyez, ça, c'est la signature de mon mail, donc c'est marqué Henri Kaufmann, il y a le logo en couleur de mon entreprise, c'est Hip. En dessous, il y a ma signature, c'est-à-dire la baseline, comme on dit en publicité, et ma signature, c'est « voir ce que vous n'avez pas vu ». Il y a mon téléphone, il n'y a pas d'adresse physique. Maintenant, les adresses physiques, ça n'a plus aucun intérêt. Il n'y a pas de fax, tout ça, c'est du old school, c'est fini. Mais par contre, en dessous, il y a des liens interactifs qui... il suffit de mettre sa souris sur le lien, et moi, il se trouve que j'ai 3 blogs. Donc, il y en a un qui s'appelle « Et si l'on parlait marketing ?» qui, évidemment, on parle de marketing. Un autre qui s'appelle « Éclectique », c'est, disons, la vie, la politique, la musique, les arts, etc. Et un autre sur le street art qui s'appelle « Mystique ». Donc, il suffit de mettre la souris sur un de ces 3 mots pour arriver directement, enfin, pour que celui qui lit le blog arrive directement sur le site en question. En dessous, il y a mon Twitter, mon adresse Twitter. Je n'ai pas mis mon adresse Facebook, puisque là, c'est un peu plus personnel.
Et enfin, vous voyez, il y a vidéo du succès. Il se trouve que toutes les semaines, je mets en ligne une vidéo qui est beaucoup vue. Et donc, la vidéo démarre. Oui. Et donc, on peut aussi voir ces vidéos. Et enfin, last but not the least, il y a mon dernier tweet. Alors, j'ai fait ce slide hier. Et donc, mon dernier... Alors, en fait, c'est de l'actualité brûlante. Et il se trouve que j'ai mis en ligne sur un de mes blogs un dessin d'humour. C'était d'humour jaune. C'était à propos de DSK. Et je disais, après l'humour anglais d'Harold's Planet, bon là, c'est un autre cartoon, l'humour français de Placide qui est un dessinateur politique que tous les jours je mets sur mon blog. Voilà, donc faites parler vos mails, c'est très simple, c'est gratuit, et ça marche très bien parce que c'est un média extrêmement puissant. Chaque fois que vous enverrez un mail, donc les gens pourront savoir d'abord de l'actualité et aussi avoir tous les liens correspondants. Alors, le système, si vous êtes sur Firefox, par exemple, le navigateur Firefox s'appelle Wise Stamp, W-I-S-E, plus loin Stamp. Stamp, c'est le timbre, et Wise, c'est le timbre avisé. Voilà. Qui connaît ce Wise Stamp? Personne. Qui met des liens interactifs en signature de mail? Levez la main. 5, 6. Bon, il en reste 95% à convaincre. Voilà. Alors, deuxième point, faites parler tous vos documents imprimés. Alors là, j'ai pris un exemple qui est un livre que j'ai écrit avec deux amis. Il est paru il y a une petite année. Et vous voyez, il s'appelle Internet a tout changé. Dans ce livre, il y a plein de flashcodes qui permettent d'aller au-delà du livre pour accéder à des études, à des sites, à des vidéos, etc. Enfin, il y en a dans ce livre qui a 300 pages, il y a peut-être 200 flashcodes. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est que sur la couverture, il y a déjà un flashcode. Et là, c'est certainement une première mondiale, parce que je ne l'avais jamais vu auparavant. Dans ce flashcode, quand vous le scannez avec votre smartphone, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous arrivez sur une vidéo qui est la bande-annonce du livre. C'est comme un film. Autrement dit, il y a une interview où j'interviens avec mes camarades pour expliquer pourquoi les lecteurs ont intérêt à acheter ce livre et qu'est-ce qu'ils vont trouver dans ce livre. Donc voilà, ça ne coûte rien. Et donc, d'une manière générale, vous pouvez utiliser ces flashcodes sur tous vos documents imprimés. Prenons un exemple. J'étais ce week-end au séminaire Oxatis, qui gère des plateformes de e-commerce, et je suis rentré, fait un long trajet en taxi de Toulon à Aix-en-Provence avec le directeur, le président d'une maison qui vend du café. Et son prospect, maintenant, c'est plutôt, au-delà du grand public, ce sont les entreprises. Et il me dit, je ne sais pas comment relancer les entreprises, c'est un peu compliqué, etc. Mais je lui dis, mais c'est très simple. Il suffit que tu mettes sur tes factures un flashcode, sur tous les documents, même sur les produits, de telle manière que ce flashcode peut être personnalisé au nom de l'entreprise, et ce qui fait que quand l'entreprise voudra renouveler sa commande, il suffira qu'elle scanne ce flashcode, et immédiatement, sur son téléphone, elle aura le bon de commande, éventuellement la commande précédente, et elle pourra passer commande. C'est hyper simple, et ça coûte quasi rien, si ce n'est un peu d'imagination. Alors, faites parler vos clients sur votre site. Alors, ça, c'est aussi quelque chose de... j'imagine que vous avez des sites. Et ce qui est magique, c'est que les clients, souvent, vous disent ce qu'ils pensent de vos produits, en bien ou en mal. Alors, quand on en parle en France, on se dit, oh là là, mais si je donne la parole, si je donne une tribune à mes clients sur mon site, ça va être terrible, parce qu'il n'y aura que des mécontents qui vont s'exprimer et pas du tout des contents. Alors, la réalité, elle est tout autre. Quand on donne la parole à des clients et quand on laisse les clients s'exprimer en témoignage, eh bien, il y a à peu près, en France, 80% de positifs et 20% de témoignages négatifs. Alors, vous me direz, c'est quand même 20% de négatifs. Mais ces négatifs sont importants. La première chose, c'est qu'ils crédibilisent les positifs, parce que si tout est positif,
ça ne sert à rien, enfin on se dit c'est suspect. Et deuxièmement, ce qui est négatif pour monsieur A est pas forcément négatif pour madame B. Donc, alors maintenant, quel est le résultat? Eh bien, le résultat, c'est que quand on met des témoignages de clients sur un site, on augmente son chiffre d'affaires avec un chiffre à 2 décimales, enfin un accroissement à 2 chiffres, plus de 10%. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous pouvez aussi mettre sur les étiquettes de vos produits le classement par nombre d'étoiles pour dire nos clients ont noté tel produit 4, 4, 5, 3, enfin, etc. Bon, tout ça, ce sont disons, ça fonctionne et ça fonctionne extrêmement bien. Et donc, également sur votre site, mettez tous les liens interactifs pour accéder à votre profil Facebook si vous en avez un, à votre profil Twitter. Alors, demandez à vos clients des photos ou des vidéos dans lesquelles ils utilisent vos produits. Et ces photos, ces vidéos, vous allez les mettre sur votre site. Alors, je le disais tout à l'heure, il se trouve que toutes les semaines, je fais une vidéo qui s'appelle les vidéos du succès. Bon, là, en l'occurrence, c'est pris dans ma salle de bain. C'est une vidéo sur le thème comment se maquiller pour séduire un homme. Bon, ben voilà. Et bien, cette vidéo, elle est sortie il y a une semaine. Elle a déjà été vue plus de 2000 fois. Bon. Certaines vidéos ayant été vues plus de 600 000 fois. Autrement dit, la vidéo, c'est maintenant un média tout à fait énorme. YouTube est le 2e moteur de recherche après Google. Donc, profitez de cette puissance de YouTube pour mettre des vidéos, parce que chaque vidéo est taguée avec des mots-clés, et donc vos clients vont vous trouver aussi avec ces mots-clés, pas forcément unique. Enfin, il ne faut pas penser uniquement Google. Faites parler votre point de vente. Alors, je vais très souvent aux États-Unis, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de magasins avec des vitrophanies, c'est-à-dire des petits autocollants sur la porte, où on dit est-ce que vous êtes géolocalisé aujourd'hui avec Foursquare? Est-ce que vous avez été voir notre page Facebook, etc., etc. Donc, il y a de plus en plus de magasins, et même maintenant, Google s'y est mis avec des petits signes pour dire ce magasin est sur le Google Street ou Google Maps. Autrement dit, ça, c'est rien du tout. Si vous avez des sites physiques, eh bien, utilisez les réseaux sociaux aussi comme prolongement de votre site physique. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que le commerce traditionnel, qui était vraiment à la ramasse par rapport au e-commerce dynamique qui va de l'avant, a tout compris d'Internet. Et aujourd'hui, enfin aux États-Unis en tout cas, une espèce de basculement du commerce traditionnel qui devient quasiment le concurrent frontal et qui même, dans certains cas, est plus créatif que le e-commerce. Dialoguer en utilisant les réseaux sociaux. Bon, ça c'est un exemple peut-être que vous avez déjà vu, mais qui est tout à fait extraordinaire. C'est l'exemple d'une société qui s'appelle Best Buy, qui est le Darty, je dirais, américain, qui vend du blanc et du brun. Et ce Best Buy a un service après-vente, et ce service après-vente, il est tenu, enfin il est sous forme de Twitter. Ils ont créé un site qui s'appelle la 12 Force, et qui répond aux questions, eh bien, ce sont les vendeurs de Best Buy quand ils n'ont rien d'autre à faire. Alors, ce qui est magique, c'est que les clients communiquent avec Best Buy par Twitter pour dire j'ai tel problème ou tel autre, et les employés répondent, mais aussi, tenez-vous bien, les clients répondent aux clients. Autrement dit, il y a une espèce de solidarité entre clients qui disent moi j'ai eu le même problème, la même difficulté, et voilà comment je l'ai résolu. Bon, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Les employés sont là, ils sont payés, donc dans leur temps libre, ils peuvent faire ça, et quant à Twitter, ça coûte rien. Alors, faites parler vos produits. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très amateur de street art, et il y a quelques mois, enfin, presque une année, je disais à un de mes amis street artistes, mais le street art est un peu, comment dire, pas clandestin, mais on ne sait pas qui a fait une œuvre. Et moi, j'aimerais bien que, d'abord, les œuvres soient signées,
mais ensuite que tu mettes, je dis à mon ami, un flash code sur le mur, de telle manière que les gens qui passent devant ton œuvre, s'ils la trouvent bien, eh bien, ils peuvent scanner ce flash code et ensuite aller sur ton site ou sur ton Flickr pour voir toutes les photos, toutes tes vidéos, toutes tes œuvres, tes expos et tes manifestations. Donc cet ami a immédiatement compris. Alors vous voyez ici, sur cette photo, bon, c'est un collage qui est dans la rue. Il y a sa signature, bon, il s'appelle FKDL. Si vous allez sur Internet FKDL, ben, vous verrez ce visuel. Et au-dessus, il y a un flash code qui ouvre sur le site de l'artiste. Donc, ça, c'était le premier. Ensuite, cet artiste en a parlé un deuxième, un troisième, un quatrième. Bon, ça a pris un petit peu d'importance. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'idée de demander cette fois à une quarantaine de street artistes de faire une œuvre originale sur le thème du flash code. Et donc, ils ont tous fait une œuvre originale qui a donné lieu à un bouquin qui s'appelle 40 street artistes au carré du flash code. Et c'est un bouquin qui est vraiment extraordinaire où, pour la première fois, on marie la technologie la plus en pointe et cet art émergent qui est le street art. Mais vous pouvez aussi mettre des flashcodes sur vos produits, je le disais tout à l'heure sur les imprimés administratifs, mais également sur vos produits, de telle manière que, vous vendez un produit, s'il y a un flashcode, eh bien, en cas de problème, le client pourra scanner le produit et directement aller sur votre site ou poser une question s'il y a des questions à poser. Alors, soyez plus addicts que vos clients. Alors, vivez les réseaux sociaux de l'intérieur, c'est-à-dire ne dites pas « Oh, Twitter, mais je n'y comprends rien, etc. » Et puis, de toute façon, ça ne me sert à rien. Non. Enfin, en tant que marketeur, en tant qu'entrepreneur, vous devez tester tous ces nouveaux produits pour ensuite vous faire une opinion. Après, vous les prenez pas. C'est à vous de décider. Mais on ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir un a priori sur un réseau social sans l'avoir vécu de l'intérieur. Merci. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allez-y. Il est intéressant de montrer tous ces exemples-là, parce qu'effectivement, ils sont à la fois adaptables à tous et à la fois sans coût, a priori, un coût de temps probablement, au moins d'apprentissage des différentes techniques pour le faire, mais bon, ça peut aller relativement vite. Toutefois, on aimerait vous entendre sur le côté zapping possible de tous ces éléments-là. Zapping. Le côté des... Zapping. On va d'un endroit à l'autre, on va cliquer sur cette vidéo-là, on voit une autre, on va de Facebook à Twitter, on va en permanence, et vous entendre cette configuration-là, qu'on a très bien saisie dans votre présentation, par rapport à une configuration qui est conserver une marque avec soi, comme du papier, que l'on va recevoir, à l'évidence, le courrier. Est-ce que l'on a à préférer ou pas, et selon quelles conditions on rentre dans un système ou dans un autre? Alors le zapping, c'est quoi? C'est uniquement la concurrence. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que tous les systèmes de fidélisation classiques, je te donne des points, puis dans un an, tu vas les convertir, tu vas avoir un cadeau merveilleux, qui en fait n'est pas un cadeau merveilleux. Donc tout ça, c'est en train à mon avis, de vivre ces derniers moments. Maintenant, la fidélisation se fait sur les réseaux sociaux, se fait par Twitter. Quand, par exemple, des restaurants demandent à leurs clients leur identifiant Twitter pour leur envoyer régulièrement le menu du jour, la promo du jour, etc. Ça, c'est de la vraie fidélisation. C'est pas de dire tu vas cumuler des points puis on va les convertir. Oui, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais regardez, prenons l'exemple de ce que notait tout à l'heure Magali Ducillou en disant finalement les vignerons, allez dire à un vigneron dans ses vignes, n'oublie pas d'être sur Twitter. Bon, c'est très bien. En même temps, ça peut avoir une certaine pondération. Je ne sais pas si tous les viticulteurs de France sont sur Twitter. Et entre deux vignes sont en train de tweeter « j'en suis à mon énième pied de vigne ». Je finis juste ma question. Je finis juste ma question. Le point est de dire, pour finalement entrer dans un certain type de clientèle, il vaut mieux peut-être adapter un autre type de média. Et pas de dire « voilà le média ». Il y a peut-être une façon d'adapter son média en fonction de la cible que l'on veut. Écoutez, moi je serais vigneron, je mettrais un flash code au dos de ma bouteille, et quand je partage ce vin avec mes amis, eh bien, si quelqu'un l'a trouvé formidable, moi il se trouve que quand je trouve un vin formidable, soit je pique la bouteille vide,
soit j'essaie de décoller l'étiquette. Bon, tout ça, c'est du bricolage. Bon. Par contre, s'il y avait un flashcode, et si avec mon smartphone, parce que maintenant ça fonctionne, il n'y a plus de bug, il n'y a plus rien. Bon. On me dit, voilà, c'est tel vigneron à telle adresse, et c'est tant la caisse, eh bien je le commande immédiatement. Donc, ce n'est pas une question de zapping ou de technique, c'est dans l'air du temps. Mais je pense que plus que de zapping, où qu'on soit, et bien sûr qu'il faut faire tout ça, où qu'on soit, pour une entreprise, le problème reste toujours le même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit différent des autres et qu'on se fasse remarquer. Parce que quand toutes les marques auront une page Facebook, tout le monde aura une page Facebook, eh bien, elles disteront celui qui sera différent et qui aura quelque chose à vendre. Et quelque chose d'intéressant à vendre. Donc les outils, c'est important, et je crois qu'Henri a bien montré, et il y a plein de choses simples à faire pour les utiliser. Quand même, il ne faut pas oublier fondamental, parce que le zapping, il vient du fait que on préfère aller ailleurs. Et aujourd'hui, contrairement à avant, quand on n'avait que les adresses physiques qui n'existent plus, comme le dit Henri, mais heureusement que je l'avais pour venir ici ce matin, mais enfin voilà. Et donc du coup, quand on n'avait que ça et un magasin physique, la concurrence était moindre. Vous savez, le taux d'achat, le pourcentage de conversion de quelqu'un qui rentre dans un magasin, c'est 55%. Aujourd'hui, sur Internet, c'est terrible, parce que c'est moins de 2%. Pourquoi ? Parce que ça va très vite. Alors justement, toute la facilité d'utilisation qu'il faut faire de ces outils, il faut l'intégrer dans sa stratégie aussi, parce que, et je crois que moi je te rejoins à 100%, la fidélisation devient quelque chose de fondamental et pas avec les moyens que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Je partage vraiment ton avis. Je reviens sur tes statistiques. C'est-à-dire qu'effectivement, il se trouve qu'en moyenne, sur les sites marchands, il y a 2 à 3% donc, de gens qui sont allés sur le site et qui ont converti leur visite en achat. Alors, c'est peu, mais essayez de voir le pourcentage d'une boutique. Regardez combien de gens passent devant la boutique. Et combien de gens rentrent dans la boutique. Et ensuite, combien de gens qui sont rentrés dans la boutique achètent. Parce que ce qui compte, c'est pas il y a des gens qui passent et des internautes passent. Donc, je crois que le pourcentage est tout à fait comparable. Donc, et cela dit, le boulot du marketeur, c'est de faire en sorte que quand on a poussé la porte de la boutique ou du site marchand, eh bien, c'est d'avoir des promotions, des hameçons, tout ce que vous voulez pour que le client achète. Moi, je souhaitais réagir sur la présentation d'Henri. Vraiment, effectivement, moi, je te rejoins vraiment sur cette nécessité. Toi, tu dis, pour survivre, il faut être comme ça. Je pose quand même la question de la culture. Aujourd'hui, la mise en place de ce genre de choses n'est pas évidente dans la réalité. Même si on sait ou on découvre à quel point il est vital d'y être, je pense qu'il y a des entreprises qui sont très très éloignées de ça et qu'il y a aussi, entre guillemets, un certain militantisme, une pédagogie culturelle à mener par rapport à ça. Et aujourd'hui, je pense que le principal frein, il est là. Magali, peut-être. Ça rejoint en fait, c'est un peu le même type de sujet. Je pense que c'est pas vraiment les typologies de métiers ou les secteurs. Je pense que ça vient du dirigeant. Parce que typiquement, moi, j'ai parlé évidemment de gens qui sont loin. Les viticulteurs, c'est vrai, vous disiez, c'est pas des gens qui vont les tweeter. Alors, c'est pas tout à fait juste, c'est l'image. Je sais pas ça, je posais la question. C'est peut-être l'image que l'on s'en fait. Et en même temps, chacun de nous est citoyen avant d'être producteur ou salarié. Et à titre personnel, on voit bien, on est envahi par les réseaux sociaux. Les médias de masse qui touchent absolument tout le monde reprennent des sources d'informations qui viennent de Twitter. Donc il y a quelque chose qui est quand même prégnant dans notre environnement. Si on y va à titre personnel, évidemment qu'on va être de plus en plus sensibilisé pour y aller à titre professionnel. Ce qu'on a voulu faire quand on a soutenu la création de ce site, c'était d'essayer de toucher largement les gens qui ne sont pas encore complètement sensibilisés. C'est une porte d'entrée supplémentaire. Mais on n'est pas sectorisé, je vais sur Twitter, Facebook ou je n'y vais pas. Si on est interpellé par une actualité, on va aller chercher de l'information. C'est la première utilisation, c'est effectivement rechercher l'information. C'est ça qu'on fait généralement sur le web. Donc après, tout l'objet, ça va être de travailler sur la connaissance de la marque. Il y a différentes choses. Internet, c'est pas fait que pour de la promotion. Ça peut être travailler sur la connaissance de la marque. Ça peut être pour déporter des communications négatives, animer une communauté.
fédérer, fidéliser, améliorer son produit. Il y a beaucoup de marques. Moi, j'ai travaillé longtemps pour Dell. On avait développé Ideastorm, qui donnait la parole aux clients et aux prospects. Ce n'était pas simplement nos clients. Et les gens votaient entre eux sur des sujets qui étaient intéressants. C'est comme ça qu'on a fini par intégrer Linux, parce qu'on a vu qu'il y avait une vraie demande. Donc c'est vraiment bidirectionnel. Aujourd'hui, la donne a changé. On ne peut plus dire une entreprise parle à ses clients. Ça vient dans les deux sens. Et pourquoi ça intéresse les gens? Parce qu'ils ont le pouvoir de prendre la parole, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc ils peuvent dire « Bonjour Nestlé, tes yaourts sont très mauvais ». Et vous êtes obligé, vous, de répondre au petit bonhomme qui est au bout de la chaîne. Alors c'est pas mal parce que ça vous aide à vous repositionner. C'est un pouvoir qui a changé, qui a évolué et qu'on ne peut pas nier. Au début où je faisais des conférences, j'entendais « Mais moi, j'y vais pas sur les réseaux sociaux, comme ça, j'ai pas de problème ». Mais si vous y allez pas, les autres iront pour vous. Donc c'est un moment, effectivement, ce que dit Henri, c'est vital, c'est que c'est pas à vous de dire j'y vais pas, c'est que de toute manière, vous y êtes déjà et vous n'êtes pas forcément représenté comme vous aimeriez qu'on parle de votre marque. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une question peut-être parce qu'on doit avancer sur la prochaine présentation, une question peut-être qui a émergé pendant cette discussion ou toujours pas? Oui, une question tout au fond là-bas. Un micro va venir jusqu'à vous. Bonjour, Stéphane Lannery, directeur commercial à La Poste en Seine-Saint-Denis. J'avais une question par rapport aux réseaux sociaux. On a un fort tissu de PME, PMI et tous ces réseaux sociaux en fait s'alimentent, se créent. Il faut pouvoir les construire, les enrichir et peut-être qu'aujourd'hui, le tissu PME, PMI n'a pas forcément les moyens de mettre à disposition quelqu'un pour enrichir ces réseaux sociaux, ces sites Facebook ou ces sites Twitter. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de communication est plutôt réservé aux grandes entreprises qui, elles, ont les moyens de se mettre en avant? Si on tape effectivement Nestlé, on est sûr de trouver Nestlé en haut de sa page Google. Ou bien est-ce que c'est adressé également à des petites PME, PMI? Alors, si je peux me permettre, je vais essayer de répondre. Une petite donnée simplement, encore une fois, monsieur, pour compléter. Vous avez très justement précisé au début de l'intervention de noter l'investissement que l'on met et le retour. Et autrement dit, pour complètement prolonger cette question-là, combien ça rapporte d'avoir une page Facebook? Combien ça rapporte? Enfin, en regardant cette question-là, c'est toujours dans le fil de la question. Je vais juste répondre à votre question. On en parlait tout à l'heure en aparté. Et souvent, on a cette question. Alors déjà, il y a différents objectifs qui sont poursuivis. On n'y va pas forcément. Si on y va pour que ça rapporte quelque chose, il faut faire une promotion coup de poing, cliquer sur j'aime, rejoignez notre page et bénéficier du code promo. Et là, on peut suivre très facilement le ROI de votre page si vous décidez de faire des promotions. Si c'est votre objectif. C'est surtout qu'un coupon de réduction classique. Oui, pourquoi pas, mais c'est juste la viralité qui est pas du tout la même. C'est que vous avez une viralité. Si moi je clique sur j'ai bénéficié de cette promotion, je l'aime bien, ça se fait automatiquement, ça s'affiche sur mon fil, les gens qui me suivent la voient, ils peuvent décider eux aussi de cliquer dessus, c'est la viralité qui est offerte. Donc après, ça peut être la notoriété de la marque. Je suis une marque qui débute, je ne suis pas connue, donc je vais essayer de me faire connaître. Tout dépend de votre objectif. Effectivement, on peut suivre quand même le ROI assez facilement. Tout dépend de l'objectif poursuivi. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la question, et j'espère que ça va devenir ça, peut-être qu'on se posait quand on avait le téléphone. Quel est le ROI du téléphone pour une entreprise? Quel est le ROI du fax? Quel est le ROI du email? Oui. Je pense qu'on a besoin d'être présent. C'est une opportunité de plus de toucher nos clients, d'avoir des gens qui sont des prospects qualifiés, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire le choix de vous suivre, il faut déjà qu'il ait des centres d'intérêt communs avec vous, des valeurs, qu'il ait déjà un début d'intérêt pour vous. Donc vous savez que quand vous vous adressez à lui, vous adressez à quelqu'un qui potentiellement est intéressé par vous. Donc après, sur la question, peut-être pour répondre à monsieur, déjà vous avez soulevé un point qui n'est pas forcément juste, mais non, mais c'est pas vous qui faites une erreur, mais vous m'avez dit, vous tapez Nestlé, vous êtes sûr de trouver Nestlé en haut de la page. Oui. C'est pas certain, vous allez trouver le mot Nestlé, mais il y a 25% des réponses, notamment sur les premières pages de résultats de recherche, qui proviennent de blogs. Et il faut savoir que énormément de gens écrivent des billets au quotidien, et il y a quand même 200 millions de blogs à peu près, pas donner un chiffre fixe, et avec des gens qui publient tous les jours des avis sur des marques et des produits à 54%. Donc très souvent, si vous tapez Pizza Hut, essayez chez vous, vous verrez, c'est pas Pizza Hut qui tombe en premier, c'est tous les buzz négatifs. D'où l'intérêt d'avoir un blog justement pour alimenter et remonter un petit peu en haut de la pile et pousser vers le bas les choses négatives.
Donc, les TPE-PME, après, ça dépend. Si vous êtes une TPE-PME très spécialisée, vous faites un post, vous allez tomber tout de suite en haut de la page. Après, en termes de coûts, oui, je vais redire ce qu'on a dit. C'est un investissement qu'il vous faut faire. Il faut savoir si c'est nécessaire pour votre entreprise. Si vous avez besoin de vous faire connaître, je pense que c'est un très bon outil. Vous pouvez aller sur Facebook et au-delà d'avoir simplement une page, utiliser leur publicité qui est particulièrement ciblée. C'est-à-dire que vous voulez parler aux gens, vous êtes un site local avec un commerce local, pas sur Internet par exemple. Eh bien, vous allez faire une publicité ciblée dans un périmètre de tant de kilomètres autour de votre site. Avec, vous pouvez choisir plutôt des hommes, des femmes, la tranche d'âge. Vous pouvez personnaliser et ça va s'afficher uniquement à votre cible, sachant que vous paierez qu'au coût par clic pour les gens que ça intéresse. Donc ça vous permet de maîtriser votre budget et puis d'être vu par des prospects qualifiés. Donc j'ai envie de dire c'est une chance de plus d'être davantage vu et en même temps c'est un petit peu incontournable. Est-ce que je voudrais apporter une petite précision simplement sur ce que dit Magali. Vous connaissez tous Allianz, qui est le plus gros assureur européen. Il y a un peu plus d'un an, Allianz s'est associé, a fusionné avec AGF et a fait toute une campagne de pub. Et sur mon blog marketing, j'ai analysé cette campagne. D'ailleurs, d'une manière un petit peu critique parce qu'elle n'était pas très compréhensible. Eh bien, ma note est sortie avant le site officiel d'Allianz. Oui, donc, vous voyez la puissance des blogs, c'est absolument incroyable. Peut-être à tort. La question d'un entrepreneur, semble-t-il, c'est son chiffre d'affaires et sa rentabilité, sa profitabilité. La question, c'est dans quelle mesure d'être présent sur Facebook, j'insiste sur cette question-là, sur Facebook, sur Twitter ou quoi que ce soit, va générer un discours pour des commerciaux qui vont travailler là-dessus. Autrement dit, dans quelle mesure la boîte mail ne devient pas une boîte mail avec 500 mails que je reçois par jour, quand ma boîte aux lettres à côté, finalement, ne reçoit que 3-4 lettres. Et dans quelle mesure et où faut être présent? Est-ce que je prends mon courrier avant d'aller faire mes courses ou est-ce que c'est quand j'ai reçu mon mail parmi les 500 autres? Alors, je vais revenir à ce que vous dites, mais pour répondre sur le ROI et pour confirmer un peu, d'abord, juste un joke sur le ROI sur Facebook, on a une mesure quand même, quand on a. C'est-à-dire, quand on a dit qu'il fallait quitter la banque, 40 000 fans, zéro transformation. C'était juste un joke. Non, mais au-delà de ça, je pense vraiment, et je devais vous donner un exemple, qu'il faut, et nous dans le marketing direct, c'est un peu notre ADN, on mesure toujours que les retours, etc. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a plein d'autres choses. Et je pense que sur Facebook, il y a l'image, mais il y a aussi et la viralité. Et d'ailleurs, un exemple d'une société américaine qui a couplé, pour venir, le papier et Facebook d'une façon extraordinaire. J'ai oublié le nom là, de cette société, mais Eric doit le savoir par cœur. En clair, ils ont fait un mailing en incitant à aller sur Facebook pour faire de la viralité vers les amis. Et ils ont eu, du coup, récupéré des adresses et ils ont eu un taux de retour phénoménal à 20 ou 25%, alors que dans les retours de mailing. Donc, en utilisant la viralité. Donc, Facebook, comme tous les médias, il faut le voir bien sûr pour le ROI, bien sûr qu'on mesure tout ça, mais c'est pareil pour le mailing. Hein. Aujourd'hui, vous recevez du papier, si vous ne répondez pas, on dit ça vaut rien. C'est pas vrai, vous avez lu la marque. La marque La Redoute, elle s'est construite au travers de ça. Donc, et c'est pareil sur Facebook. Voilà, c'était juste pour. Après, sur votre question par rapport à quel moment, eh ben, est-ce qu'on va plutôt sur l'email, je pense que tout le travail du marketing aujourd'hui et tout ce qui est difficile par rapport à ça, c'est que ça dépend beaucoup de chacune des personnes et que derrière, le meilleur mix entre les différents canaux, il est très complexe à trouver et la seule façon, et moi j'en vois qu'une, c'est de tester. C'est-à-dire que derrière, il faut commencer. Et aujourd'hui, celui qui vient vous dire, moi je connais le meilleur mix pour faire ça, ben, vous pouvez tout de suite arrêter de l'écouter. Hein. Vous envoyez un Twitter à tous vos amis en disant, celui-là, il faut le rayer de la liste parce que ça ne marche pas comme ça. Alors donc, après toutes ces nouveautés, nouveaux réseaux sociaux, nouveaux médias, on m'a demandé à moi de vous parler de quelque chose qui existe depuis longtemps, qui n'est pas nouveau, la base de données. Et donc déjà, juste le SNCD, c'est l'ensemble des prestataires qui travaillent autour des données de la base de données, et ça existe depuis 1933. Donc même avant l'informatique, on avait des bases de données. Alors qu'est-ce qui est nouveau autour de la base de données? Je vais faire en 3 parties. Qu'est-ce qui est nouveau et puis après qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Il y a 2 choses pour moi fondamentales qui ont changé et qui font que
la gestion de la base de données client évolue. La première chose, c'est le temps marketing et qui a rejoint celui du temps de la gestion. Pendant des années, on avait des bases de données où on gérait les factures, le tout venant, et puis la base marketing, elle était à côté. On pouvait la mettre à jour une fois par mois, une fois. Beaucoup de prestataires ont développé leur activité autour de ça. Ça, c'est fini. C'est fini parce que justement, on est en temps réel partout. Donc le temps du marketing et le temps de la gestion se sont rejoints. Et deuxième évolution fondamentale, c'est que les données, les volumes de données et les canaux ont explosé. Il y en a partout. Votre consommateur, il est partout. Il laisse des traces partout. Et du coup, il y a tout un travail et un savoir et une construction de votre base de données client qui doit en découler. Mais pourquoi on fait une base de données et à quoi ça sert et comment bien l'utiliser? On en a parlé tout le long des différentes interventions. Le principal aujourd'hui par rapport à une entreprise pour mieux vendre, c'est la connaissance de ses clients. Et la connaissance de ses clients, elle vient de la façon dont on arrive à travailler autour de sa base de données et de la façon dont on arrive à capter un certain nombre de données. Alors bien sûr, de façon traditionnelle, les coupons, Magali en a parlé, etc. Mais aujourd'hui, on a des choses nouvelles et des choses d'ailleurs complexes. Parce que, par exemple, quand tu as une page fan sur Facebook, il y a beaucoup de données, sauf qu'elles ne sont pas à vous. Et qu'elles appartiennent à Facebook et pas à vous. Donc il faut trouver d'autres moyens pour arriver à capter tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des données qu'on ne peut pas mettre en base de données parce que c'est du temps réel, parce que les échanges entre les consommateurs. Et malgré tout ça, il faut arriver à analyser et à bien comprendre. Alors bien sûr, quand on me parle toujours de connaissance client de CRM, je dis, regardez, le boucher, il n'a pas besoin de CRM, il le fait dans sa tête. Il sait que Madame Untel, elle va avoir un petit, il sait que la petite a eu... Voilà. Et bien, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui autour de la base de données, c'est pour, quand on a beaucoup de clients, industrialiser et arriver à en tirer la quintessence de tout cela. Alors les techniques, je ne rentrerai pas, même s'il ne faut pas oublier les techniques anciennes. Quand je parle en général dans des assemblées où on parle qu'Internet, je dis RFM, ce n'est pas qu'une radio. C'est aussi une récence, fréquence, montage. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais ça marche toujours. Et aujourd'hui, sur la partie, ça marche toujours, il ne faut pas faire que ça. Il y a quelque chose aussi de très important par rapport à la connaissance client, c'est les moments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, et comme beaucoup de choses s'accélèrent, il faut travailler autour des moments. Une même personne, elle peut être dans différentes catégories socio-professionnelles en fonction de ce qu'elle fait, en fonction de ses moments de vie, en fonction de la tribu avec laquelle elle est. Donc ça, c'est très important de bien tourner sa base de données autour de la capture de la donnée, de l'analyse autour des moments. Et puis, n'oubliez pas, aussi sur Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de données. Il y a du ciblage comportemental qui se développe de plus en plus. On fait du retargeting, même email aujourd'hui, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Quand on faisait du retargeting, c'est en fonction de votre profil et de votre adresse IP, on vous envoie une publicité adaptée en fonction de ce que vous avez visité sur les sites. Maintenant, on le fait par email. C'est-à-dire qu'on vous envoie un email, si vous allez par exemple sur une page et que vous ne commandez pas, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous recevez directement un email qui vous présente l'offre sur laquelle vous n'avez pas souscrit. Voilà. Donc toutes ces données, pour terminer un peu là-dessus, toutes ces données, elles sont importantes, il faut savoir les traiter. Alors moi, les conseils que je donnerais à une petite entreprise, parce que vous allez me dire, c'est très cher et très dur d'avoir des données, donc il faut y faire attention. Ça veut dire qu'il faut les nettoyer, il faut les mettre à jour, il faut les travailler, ça c'est très important. Collecter les données dont vous savez que vous allez les utiliser. J'ai travaillé une fois pour un grand de la téléphonie qui, dans ses bases de données, demandait presque le goût de la pizza de ses clients. C'est très bien, sauf que par rapport au fait d'acheter un téléphone, c'est peut-être pas très utile. Donc collecter des données qui sont utiles et dont vous allez pouvoir vous servir. Et 3, aujourd'hui, la technique, oubliez-la. Il existe un très très grand nombre d'outils qui vous permettent de faire ça. Moi, si je devais créer quelque chose aujourd'hui, je le ferais en SaaS, ce que partout on appelle le cloud computing, c'est-à-dire derrière, je le ferai à distance et pour les PME aujourd'hui, ça existe et c'est pas cher, vous payez à l'utilisation. Et dernier conseil par rapport à ça, pour bien connaître vos clients, il y a une règle de base, il faut les respecter.
Et sachez qu'aujourd'hui, les consommateurs sont partout. En même temps, ils donnent beaucoup de choses d'eux, leurs photos, etc., parce qu'ils le veulent. Et donc, si vous allez leur prendre, sans demander leur avis, le retour de bâton pourrait être très très dur. Donc, deux axes majeurs, bien connaître ses clients et respecter leur vie privée. Merci. Des réactions peut-être sur les bases de données, Henri, peut-être. En fait, la grande tendance actuellement, c'est plus vraiment les bases de données, c'est les grandes bases de données. Ce qu'on appelle aux États-Unis les big data. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prenons par exemple un opérateur de jeux qui s'appelle Zynga, qui fait des jeux sur Facebook et qui a une croissance absolument exponentielle. Eh bien, Zynga collecte tous les jours 60 milliards de données. Alors, non pas pour traquer le joueur, mais simplement pour optimiser tous les process de ces jeux, et c'est comme ça qu'ils se développent d'une manière tout à fait extraordinaire. Donc, la tendance est au big data. Alors, évidemment, quand on est PME, on a une small data peut-être au départ, mais il faut bien commencer. Et surtout, comme je le disais dans mon premier slide, communiquer dans tous vos documents. Par exemple, de demander à vos clients leur adresse mail, leur identifiant Twitter, éventuellement leur profil Facebook. Si vous ne le demandez pas quand vous êtes dans ce moment magique du contact ou de la facture, vous ne l'aurez jamais. Moi, je voulais revenir sur 2 points, sur la gestion des flux. Parce que on est confronté, nous, dans nos problématiques de formation, à des problématiques d'entreprise où effectivement il y a une réelle volonté de collecter de la donnée, de s'en servir de manière très intelligente, etc. Mais où il y a une vraie problématique de gestion des flux, dans la mesure où c'est des TPE, PME qui ont choisi l'option multicanal et qui n'arrivent pas à gérer tous ces flux entrants, enfin ce que tu disais tout à l'heure. Un savoir-faire, vous voulez dire? Oui, voilà, un savoir-faire par rapport à ça. Et bon, là, en l'occurrence, je trouve que, je parle sous ton contrôle, mais on s'improvise pas sur ce sujet-là. Mais il y a des prestataires aussi. Alors, il y a des prestataires, et quand je parlais du SaaS, je pense que aujourd'hui, on peut, et il y a pas mal d'offres sur le marché, faire héberger sa base et faire traiter sa base par des spécialistes qui font tous les liens, toutes les protections, parce qu'aujourd'hui, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même les protections que l'on doit mettre en place. Elles évoluent chaque jour et ça coûte très cher. Et une seule PME ne peut pas se le payer. Et de façon à ce que vous pouviez toute cette partie externaliser. Et vous êtes en tant qu'utilisateur et vous passez du temps, comme on le dit, à parler à vos consommateurs, etc., etc. Et aujourd'hui, on pourrait penser, ah mais non, mais pour moi, ça va être trop cher, mettre ça chez un prestataire de base de marketing direct. Je ne suis pas Unilever, je ne suis pas SFR. Non, il y a des outils simples, des outils aujourd'hui où vous pouvez mettre ça en place directement presque par Internet. Aujourd'hui, les solutions de type CRM pour les petites entreprises qui vont même plus loin, qui intègrent la gestion de campagne, qui intègrent derrière la possibilité d'envoyer des mails. Tout ça, ça existe. Il suffit de rechercher un petit peu et c'est assez simple d'utilisation. Maintenant, si vous avez vous-même, vous savez, moi aussi, je sur un fichier Excel ou Access déjà, avec une petite boîte, on peut faire des choses. Il ne faut pas croire non plus qu'il faut avoir... on peut déjà faire des choses. Et je reviens toujours à ce que je pense. Le meilleur moyen de faire des choses, c'est d'en avoir un peu de réfléchir, de savoir ce qu'on veut faire. Et après, vous verrez que ça vient tout seul. Donc la technique existe, les prestataires existent, le self-service existe, mais on peut faire des choses aussi avec des tout petits moyens et avec des fichiers Excel ou des fichiers Access. Oui, la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est justement tout ce qu'on appelle le marketing de la permission. Alors que ce soit sur l'email, que ce soit dans les datas qu'on choisit de donner ou qu'on choisit de ne pas diffuser, de donner à certains mais de ne pas diffuser, etc. Je voulais revenir sur cette importance-là du respect du client, du respect de la donnée et justement de ce marketing de la permission qui existe et qui va se mettre en place. Enfin, là aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Henri, par rapport à tout ce qu'on peut faire sur Facebook, sur Twitter, etc., c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et dont il faut absolument tenir compte.
Magali Dutilleux, donc stratégie multicanal, proximité et complémentarité. Je rappelle que vous êtes dirigeante donc de Let's Come to the World, une agence de conseil en communication. Alors, ce qu'on a essayé de faire, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, c'est de regarder, voilà, on va y aller, un cas concret, parce que c'est assez pragmatique, vous pouvez éventuellement vous-même vous projeter. Donc c'est un cas assez récent que j'ai géré, donc c'est un outil qui s'appelle le Brass Compost, que vous connaissez peut-être pas encore, mais vous allez sûrement en entendre parler. Et la baseline, c'est l'outil incontournable du jardin. Alors, sans trop s'arrêter réellement sur le produit, je pense que c'est pas mal de le regarder quand même un petit peu. Donc il se trouve en fait que le Brass Compost, c'est ce joli petit outil que vous voyez en bas à droite de la slide, un espèce de tourbillon avec un petit volant qui sert en fait à plonger dans un bac à compost. On le remue, on sort une carotte de compost, c'est ce qui permet de l'aérer, d'aller plus vite, d'avoir un compost de meilleure qualité, de ne pas se faire mal au dos, comme si on utilisait une fourche traditionnellement. Donc c'est un outil un peu nouveau. Donc il se trouve que cet outil, il y a beaucoup d'enjeux. C'est un inventeur qui est retraité, qui est à Quimper, qui a vendu cette licence en fait, donc qui est construite par de multiples entreprises et chacun lance un peu sa bataille pour faire connaître l'outil et principalement sous sa marque. Donc l'entreprise qui m'a contactée, c'est une entreprise adaptée qui dépend en fait de l'APF, l'Association des paralysés de France, qui le produit et qui le commercialise donc avec une licence non exclusive. Alors, il y a pas mal de concurrents et vous le voyez ici qui sont eux déjà en ligne et en fait les AD de l'OD, donc il le produit sur son site de production de Quimper, lui le commercialisait de manière un peu sporadique, on va dire, au Leclerc de Concarneau et de Brest, dans les Biocoop de Quimper, dans la région Bretagne, donc principalement là-bas. Et donc, ils étaient face à d'autres concurrents qui étaient un peu plus armés. Donc on a regardé avec eux et on a fait une étude assez simple par rapport à des mots-clés qui sont liés à ce secteur-là. Qu'outre la Bretagne, où effectivement il y a une politique institutionnelle qui fait qu'on pousse beaucoup le compost, il y a des bacs composteurs qui sont offerts aux gens, on s'est aperçu qu'en fait l'intérêt était très élevé dans 10 régions. C'est ce que vous permet par exemple Internet, c'est d'aller regarder quelles sont les régions qui sont le plus intéressées par le type de sujet, voilà, qui est relatif aux produits vendus. Donc on le voit, 10 régions avec un intérêt très fort, 9 régions avec un intérêt moyen mais en accroissement, puisqu'il y a une espèce de mode et qui touche principalement des catégories socio-professionnelles supérieures, ce qu'on appelle les CSP+, qui ont envie de se mettre au jardin parce que c'est sympathique, c'est lié à l'environnement et qui ne connaissent pas grand-chose. Ça a été principalement notre cible et c'était faible dans 3 régions, sur les 22 que comporte la France, on va dire, métropolitaine. Pourquoi c'est intéressant de savoir dans quelle région c'est? Parce que toujours dans cette idée de faire du multicanal, ça permet après, quand on a des actions, d'avoir des actions assez ciblées. C'est-à-dire que si on voit que dans la Creuse, il n'y a aucun intérêt, on n'ira pas. Donc, pour concentrer donc, ces efforts de promotion, pour savoir où on va, être présent au plus près des prospects qualifiés, c'est-à-dire que ce qui nous intéressait, ce n'était pas de faire de la communication de masse, mais d'aller travailler sur des gens où il y avait déjà un intérêt qui était identifié, et puis dépasser les frontières géographiques de la commercialisation, parce que ça lui permet non plus de vendre uniquement à Quimper, mais de vendre sur le territoire national. Et puis d'exposer l'offre largement, puisqu'elle a besoin, comme j'en doute pas vous l'aurez remarqué, d'être connue davantage. Donc on a mis en place en fait 2 outils. Ça a été donc la vente directe via une boutique marchande en ligne et un blog. On a fait le choix du blog puisque le blog, quand on a un site, qui sont souvent des sites un peu statiques, corporate, avec des informations sur qui sommes-nous, quelles sont nos valeurs. Donc ça c'est un peu un passage obligé, un peu comme le téléphone et le fax qu'on disait. Mais le blog, ça vous permet quand même de créer un environnement très différent qui vous permet. C'est un produit en fait que la marque va vendre. Vous allez vendre de l'information, sauf que cette partie-là, elle est gratuite. Pourquoi vous le faites? Parce que ça permet aux gens de s'attacher au produit, de construire une histoire, d'avoir des valeurs et de trouver ça intéressant. Donc le blog, par exemple, vous avez des sujets assez divers. On ne s'attache pas au Brass Compost parce que si vous utilisez les réseaux sociaux, vous allez vite voir que si vous matraquez un propos publicitaire, ça ne fonctionne pas, ça lasse très vite et les gens s'en vont. Il faut maintenir leur intérêt, il faut arriver à échanger avec eux,
Comment on le fait? En leur donnant des informations qui sont pertinentes pour eux et en créant une espèce de part de rêve. Donc sur le blog, vous allez avoir Jardiner Rambo, par exemple, un post qui explique que dans votre jardin, vous avez des plantes que vous pouvez utiliser si vous faites un potager, même sur votre balcon, avec du romarin, l'amande poivrée, du sel, vous pouvez faire un gommage pour le corps, vous avez la recette. Donc on travaille sur un univers autour du produit et pas simplement sur le produit pour attirer les gens, les amener, les intéresser. Ils trouvent des petites astuces, on va éveiller leur intérêt et après, à ce moment-là, une fois qu'ils sont intéressés, c'est le moment où vous pouvez diffuser votre message commercial. Mais il faut qu'ils achètent une part de rêve. Donc l'axe de communication qui a été choisi, ça a été le facteur différenciateur écologique, donc une démarche écologique, économique, puisqu'en plus le client est celui qui le fabrique et le commercialise le moins cher, et c'était pas du tout un sujet qui mettait en avant, et solidaire, puisqu'il s'agit effectivement de l'APF. Le lancement, pour le soutenir, on a effectivement travaillé sur du multicanal, c'est-à-dire que quand vous avez un site, il y a tout un tas de choses à faire pour être bien référencé, donc on a fait une vidéo, on a créé des comptes YouTube, parce qu'effectivement, comme vous disait Henri, c'est le second moteur de recherche. Et quand vous faites une recherche vidéo, aujourd'hui, si vous le regardez, ça fait 1 mois simplement qu'il est en ligne. La deuxième vidéo qui apparaît, c'est celle-ci. Déjà parce que le sujet n'est pas forcément très connu. Mais après, tout le jeu, ça va être de capturer les mots-clés sur jardinage, composter. Donc que les gens qui s'intéressent à un champ lexical à proximité de ce produit puissent être reconduits vers ce site pour éduquer, puisque là, il y a un problème de notoriété de marque. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Pour que ce soit connu, donc il y a effectivement tous les aspects de Search Engine Optimization, capture les mots-clés, les métadescriptions de sites, tout ça pour faire remonter sur les pages de résultats, puisque vous avez à peu près 54% de chances de plus d'être consulté si vous apparaissez dans la première page de résultats. Mais tout ce travail-là, il se fait aussi grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire vous intégrez un module social sur votre page, donc vous renvoyez sur votre page Facebook depuis votre blog. Donc les gens qui sont sur votre blog peuvent voir les commentaires qui sont faits sur votre page Facebook et peuvent avoir envie de cliquer dessus. Ça rejoint exactement la présentation que faisait Henri, ça coûte rien. C'est une façon de faire la promotion de votre page Facebook et que les gens puissent y aller. Et donc il faut multiplier ces points d'impact. On a travaillé aussi sur des communiqués de presse qui sont envoyés à la presse spécialisée pour qu'eux fassent des articles et renvoient sur le site. Donc à chaque fois, c'est nécessairement croisé. Des articles de presse avec la presse traditionnelle également. Donc le site, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un portail qui mène les clients jusqu'au lieu où ils peuvent réaliser leur achat. On leur laisse aussi la possibilité de le réaliser autrement que par Internet. Mais le grand enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de faire connaître le Brasse Compost par les ads de l'OD. Donc on travaille sur leur visibilité à eux. Voilà. Et donc tout cet univers dont je vous parlais autour, donc ça c'est un petit exemple du site. Alors c'est un outil qui peut paraître très peut-être réservé à des gens qui sont au jardin ou agriculteurs, mais c'est pas le cas. Donc on a essayé vraiment de concevoir un environnement qui fait rêver. Et ça fonctionne plutôt bien. Plus les gens placent du temps sur votre site, plus ils vont aller consulter de pages différentes, plus ils sont sensibilisés, plus de chances vous avez qu'ils achètent votre produit. Beaucoup plus que si vous faisiez un encart publicitaire. Voilà, vous vendez tout un univers autour. Et pour le vendre, il faut être présent partout où sont vos clients, donc dans tous les aspects possibles. Voilà, petite présentation concrète. Merci. 20 €. 20 euros le Brasse Compost, Ouais, c'est ça. C'est mais le site. Mais toute l'opération pour eux, combien ça leur a coûté Toute opération, c'est difficile parce que ça dépend réellement de ce que vous voulez faire, de la force de frappe que vous voulez avoir. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était se faire connaître. Peut-être qu'un ESAT n'a pas les mêmes enjeux. Si vous avez en plus un produit qui est à 20 € sur lequel ils n'ont pas une marge terrifiante, pour eux, je pense que c'est vraiment le début, parce qu'ils ont d'autres produits aussi. Ils veulent voir comment est-ce que ça fonctionne. Ils veulent voir quels sont les retours, mesurer un peu la notoriété. Et après, il y a d'autres actions derrière qui peuvent se mettre en place. J'ai envie de dire, ça dépend vraiment de votre objectif, de ce que vous voulez faire. Et c'est pour vous, leur objectif à eux, c'est juste pour se donner un ordre d'idée de quelqu'un qui veut se faire connaître, qui commence avec un outil qui est une invention à 20 €. Quel budget ça nécessite? Là, il faudrait déconnecter. Vous voulez savoir le blog en lui-même? C'est pas moi, je pense que c'est des entrepreneurs dans la salle probablement qui peuvent s'intéresser à se dire combien ça peut me coûter d'aller et de commencer un tel outil. Ouais. Vous avez à peu près tous les prix. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais là, il y a une vidéo qui a été faite. Vous avez des prises de vue avec
des cessions de droits pour les photos dans la presse, l'univers, les articles, les prestations. Ouais, mais vous avez des choses qui démarrent à 15K, c'est faisable. Et vous avez un outil marchand, 15 000 un site marchand, et après, c'est pas tout à fait le coût de celui-ci. Mais... Comment vous mesurez les effets, les réussites? Comment vous mesurez les réalisations qui ont été faites à travers ça? Alors déjà, vous avez le ranking, c'est-à-dire sur quelle page de résultats vous apparaissez, la première ou la 30e ou la 100 millième, que ce soit pour les articles ou pour le site en lui-même ou pour les vidéos ou pour les commentaires. Ou les commandes. Oui, voilà, effectivement. Après, les commentaires que ça génère, il se trouve que là, on l'a couplé effectivement avec une présence sur des forums, ce qui fait aussi, les discussions sur les forums, qui fait aussi remonter le site dans les premières pages. Il apparaît, c'est le premier qui apparaît, avec une antériorité qui est quand même très faible, donc c'est un très beau résultat. Donc là, après, tout le travail, c'est de capturer avec des mots-clés pertinents des gens qui ne connaissent pas et qui ne sont pas sensibilisés à cette offre. Donc on est dans la notoriété, donc il y a davantage de trafic. Après, vous avez des modules qui sont sur le site qui permettent de voir combien de pages ont été consultées, le taux de rebond, c'est-à-dire les gens qui arrivent sur la page et qui finalement partent parce que c'est pas pertinent, ou les gens qui vont naviguer sur 2-3 pages. Après, vous avez aussi des outils de mesure sur le site marchand lui-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a été réalisé, est-ce que les gens partent au bout de la première page, est-ce qu'il y a beaucoup de devis qui restent en suspens, combien de gens arrivent finalement. Donc tout ça se mesure effectivement, et puis combien de mails entrants reçoit l'entreprise. Donc ça, on a beaucoup travaillé, puisque notre objectif c'était la notoriété de la marque. On a beaucoup travaillé effectivement sur établir des métriques, c'est mettre des outils de mesure à chaque fois, et puis eux ils sont plutôt contents parce que c'est un très bon démarrage. Après, il ne faut jamais oublier que c'est pas parce que vous arrivez sur la première page que ça y est, c'est arrivé. S'il y a des nouveaux qui arrivent derrière, il faut continuer à entretenir. Encore une fois, ça coûte pas grand-chose. Vous avez un investissement de départ. Après, moi, je forme les gens, donc ils écrivent leur post eux-mêmes, et c'est entre leurs mains. Ça dépend de leur volonté, mais c'est une réelle opportunité de plus. Y a-t-il des commentaires de M. Kaufmann, M. André, Mme Gisberti, ou de la salle, puisque nous arrivons au terme de notre table ronde? Oui, M. Kaufmann. En fait, il y a toujours une prime au early mover. C'est-à-dire que le premier qui bouge prend de l'avance par rapport au suivant. Donc, par rapport à la question, est-ce qu'il faut y aller maintenant ou est-ce que j'attends un peu? Moi, je ne me pose pas la question. Je dis oui, il faut y aller. Parce qu'après, vous vous trouvez dans le peloton. C'est comme une échappée du Tour de France. Celui qui s'échappe, quand même, d'abord, il a le vent, il a le paysage pour lui tout seul, c'est bien plus pratique et plus agréable. Et quand il se retrouve dans le peloton, c'est bien plus difficile de s'extraire du peloton. C'est ce que disait Roland tout à l'heure, c'est la différenciation par rapport aux autres. Encore faut-il aller au bon endroit. Encore faut-il aller au bon endroit. Mais bon, là, en fait, les concurrents, à mon avis, ils ne sont pas forcément en France. Les concurrents, ils sont en Chine, ils sont en Inde, ils sont en Europe, etc. Enfin, on n'est plus maintenant dans notre précaré de l'Hexagone. On est face au monde. Donc, le monde évolue vite. Bon, à nous aussi, on a les moyens d'évoluer vite. Oui, y a-t-il donc des questions, une question qui peut vous intéresser? Est-ce que face à vous, c'est le monde, ou est-ce que ça peut être la région valdoise, tout simplement? Parce que je pense qu'il y a aussi des questions à s'intéresser sur ces problématiques-là. Y a-t-il des questions ou pas, où nous allons conclure cette table ronde? Toujours pas une première question, ou une main qui se lève sans faire exprès. Non, aux enchères. Vous avez un site gratuit offert par Magali en face pour une première question, une formation par Madame pour une question. Bien, merci à vous tous de cette table ronde. Merci, donc on a retenu vos différentes leçons, et à très bientôt. Merci beaucoup.